Bonsoir à toutes et tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour un 13e numéro de Sport Planète, l'émission consacrée à un sport plus responsable. Et dans cette émission, aujourd'hui, on va essayer de voir avec nos invités si événements sportifs peuvent rimer avec éco-responsabilité. On en parle dans un instant, juste après le sommaire de cette émission. Avec la Rapido et la Cup, plus de gaspillage d'eau potable ni de plastique à profusion lors des événements sportifs. Ces solutions innovantes ont été créées et développées par la société Eurocom. Son fondateur, Jean-Luc Schneider, est avec nous. Début juin ont eu lieu les Eco Games Sport Planète avec le soutien de la Maïf, un festival de challenge sportif pour servir la cause environnementale, visant à repenser la pratique de façon plus vertueuse. Laurent Neuville y a participé, il va nous raconter. Et la marraine de ces Eco Games 2023, c'est la surfeuse Justine Dupont. Elle a notamment rencontré des collégiens à Lacano le 26 mai dernier pour les alerter sur la protection de la mer, son terrain de jeu. Et nous étions avec elle. Vous verrez ces images dans quelques minutes. Et je vais saluer tout d'abord mes deux invités sur ce plateau. Merci beaucoup Jean-Luc Schneider et Laurent Neuville d'être avec nous. Bonjour. Pour ce 13e numéro déjà de Sport Planète. Vous en avez l'habitude. Dans cette émission, on débute avec la partie action. Ravi donc d'accueillir Jean-Luc Schneider qui a créé Eurocom il y a 42 ans, Jean-Luc, avec une mission au départ, celle de couvrir tous les besoins d'une association sportive, ou non d'ailleurs, avec des produits, des services, mais des produits depuis un petit moment déjà, respectueux de la planète. Tout à fait. Donc 42 ans déjà, ça fait un peu mal de le dire, mais ça fait effectivement 42 ans que j'ai monté Eurocom. Le postulat de départ était de mettre derrière un numéro de téléphone tous les besoins d'un club et d'une association, et puis ça s'est développé en incluant des collectivités, des sociétés privées, etc. Le leitmotiv depuis le début a toujours été l'éco-responsabilité. Ça ne s'appelait pas encore RSE, donc ça fait quand même 42 ans que je vends des produits éco-responsables. Vous êtes un pionnier, Jean-Luc. Je ne sais pas si je suis un pionnier, mais originaire de l'Est de la France, où la sensibilité écologique est bien plus importante que ce qu'elle n'est aujourd'hui à Paris. Je ne fais que reproduire ce que m'a appris ma maman et ma grand-mère. C'est de la logique et du civisme. C'est quoi un produit éco-responsable ? C'est un produit qui ne nuit pas à la nature, qui est si possible recyclé et recyclable. Et je crois qu'on a déjà franchi un cap, puisqu'aujourd'hui on est sur des produits qui sont compostables, faits à base de déchets de végétaux. Donc on rend la nature ce qu'elle nous a apporté et à terme on arrivera à créer un circuit vertueux avec des produits qui ne nuiront pas forcément à la planète. Des produits qui pouvaient être un peu plus chers par le passé, mais qui ne le sont plus vraiment aujourd'hui ? Alors ils le sont toujours, parce que pendant très longtemps, les gens regardaient le petit chiffre en bas à droite. Maintenant, il y a une vraie sensibilité qui se développe, parfois pour des raisons encore marketing, plutôt qu'idéologiques, mais je crois que la sensibilité et le pas est franchi. Aujourd'hui, forcément, à force, les marges vont se réduire, et on va arriver d'ici quelques années, je ne désespère pas, à passer sur des produits exclusivement éco-responsables. Alors, on va parler de ces produits phares dont je vous parlais en titre. Vos clients, ce sont, on le disait, des associations, mais aussi des organisateurs d'événements auprès de qui vous faites la chasse au plastique. Alors, c'est un de mes combats, mais je ne suis pas le seul, hein, heureusement. Un événement sportif crée énormément de déchets en termes de bouteilles en plastique, parce que dans ma quête de l'éco-responsabilité restait la diffusion de l'eau sur les événements grand public. Alors, vous savez comme moi qu'il y a une loi qui existe depuis 2021 qui dit qu'il ne faut plus utiliser de bouteilles en plastique. Cette loi est très peu appliquée parce qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions pour le moment, mais on y arrive tout doucement. Donc pour faire boire les gens, qu'est-ce qu'on a ? Pas grand-chose. Donc on a créé deux produits. Un, ça s'appelle la Cup, que vous voyez à l'écran d'ailleurs je pense, qui n'est autre qu'une fontaine à eau. C'est un grand gobelet avec des pailles qui distribuent de l'eau qui peut être de 2 degrés. Enfin, on peut la rafraîchir comme on veut, et ce produit devient très vite
limite la machine à café de l'événement. C'est devenu très sociétal, tout le monde se retrouve à la Cup. C'est un lieu de rendez-vous et qui devient un passage obligé pour tous les événements statiques comme des matchs de foot, de basket. Ça veut dire qu'on remplit sa gourde, on remplit Alors vous remplissez éco-cup. forcément votre gourde ou une éco-cup, enfin toujours avec un produit éco-responsable, et vous appuyez sur le bouton, ça coule, vous n'appuyez plus, ça coule plus. Et donc c'est fait pour distribuer de l'eau au départ, mais on peut très bien y mettre n'importe quelle autre boisson pour en faire un événement festif, et ça peut même changer plusieurs fois dans la journée, puisqu'à l'intérieur il y a une réserve de 60 litres, où on peut mettre le matin thé, café, chocolat, puisqu'on peut le partitionner en 3, on remet de l'eau, le midi on peut faire vin rosé, rouge, blanc, et le soir on peut y faire à consommer avec modération, évidemment. Ça c'était la Cup, déjà petite révolution, mais la vraie révolution c'est la Rapido. Tout à fait. Pour les événements et pour les courses sur route, tout le monde a vu comment ça se passe. Ça fait des déchets monstrueux. Sur une manifestation, plusieurs milliers, voire centaines de milliers de bouteilles en plastique sont déversées dans le meilleur des cas dans des bacs, sinon sur la route quand c'est en ville, et dans la nature quand c'est dans la forêt. Et c'est une hérésie écologique absolue, puisque pour faire une bouteille en plastique, il faut à peu près 2 voire 3 litres d'eau. Pour une bouteille en plastique, on gâche à peu près la moitié, puisque le coureur attrape une bouteille au vol, en boit une gorgée, le reste part dans le caniveau. Et la bouteille en plastique et c'est pas moi qui le dis, est recyclée à 9% à peu près. Donc ça fait un gâchis écologique énorme. Alors en quoi la Rapido répond à cette problématique-là? Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors la Rapido, ce sont des rampes qui peuvent être en ligne, qui peuvent être en carré, qui peuvent être comme on veut. La grande particularité, c'est qu'on arrive avec un surpresseur et des robinets qui sont de notre fabrication à servir un gobelet de 25 centilitres d'eau, et on est passé sous la seconde. Donc ça permet d'avoir une fluidité énorme sur n'importe quelle manifestation. Et sans en mettre partout. Et les buses sont prévues pour qu'il n'y ait pas une goutte d'eau, à condition qu'on appuie et qu'on mette un gobelet en dessous, bien sûr. Mais il n'y a pas une goutte d'eau de perdue, ce qui permet, sur toutes les manifestations statiques, de faire passer énormément de gens sans besoin de faire la queue, etc. La preuve en était encore le meeting de Paris ce week-end. On a quand même réussi à faire boire près de 20 000 personnes sans qu'il y ait eu besoin de faire la moindre queue pour attendre de boire un verre d'eau. Le meeting de Charletti, meeting d'athlétisme, alors vous le disiez, un événement grand public. On arrive à quantifier ce qu'on a évité comme bouteille plastique sur un événement comme celui-là? Absolument, parce qu'à la demande de la Maïf, qui nous a soutenus depuis le départ, on a réussi à quantifier au litre près la consommation de chacun de nos dispositifs. Et sur le week-end dernier, alors de mémoire, on a diffusé un peu plus de 5500 litres d'eau, ce qui fait pas loin de 17 000 bouteilles en plastique d'économiser en 33 centilitres, ce qui est absolument énorme. Donc vous multipliez ça par le nombre de manifestations qu'il y a sur un week-end et vous arrivez à évaluer le gâchis évité par rapport à ça. En termes d'eau et puis ces déchets qu'on évite, puisque c'est ce qu'on dit, il ne s'agit pas seulement de les trier et de les recycler, le mieux c'est d'en avoir le moins possible, effectivement. Quand on est comme vous, Laurent Neuville, organisateur d'événements, l'Open Swim Star notamment, ce genre de solution, ça peut apporter quand même une vraie avancée pour éviter justement le plastique et le gâchis d'eau. Je découvre en tout cas le produit d'Eurocom. Très clairement, nous, depuis maintenant 10 ans, on n'a jamais distribué une bouteille d'eau. Jamais. C'est-à-dire que depuis l'origine, en fait, on a vraiment cette conscience par rapport à l'usage de l'eau. C'est vrai que des épreuves de natation, on est dans l'eau. Et pour autant, on a toujours fait en sorte de servir de ce qu'on appelle vulgairement de l'eau du robinet, c'est-à-dire en prenant de l'eau. Alors, on n'a pas une fréquentation aussi importante que des épreuves sur route. La natation en eau libre, ça reste quand même beaucoup plus limité. Pour autant, on ne distribue pas de bouteilles d'eau. Ça, c'est un bon engagement aussi, comme quoi des pionniers, il y en a de partout. On termine, Jean-Luc, on parlait de révolution, donc il n'y a plus de plastique, on gâche plus d'eau et on peut en plus communiquer sur
toutes ces fontaines. Alors, et ça peut être intéressant pour les organisateurs également. Alors, la rapido, ce sont des multiples de 2 mètres. La plupart du temps, on met des linéaires de 6 mètres. Donc, vous faites 6 mètres par 2. On arrive à un peu plus de 20 mètres carrés de communication disponible pour un sponsor et qui permet à l'organisateur soit de communiquer sur sa manifestation, sur le message qu'il veut diffuser ou faire participer ses sponsors. Et comme on est sur une manifestation verte et vertueuse, les sponsors, je ne dis pas qu'ils font la queue, mais sont quand même très friands de ce genre de manifestation. Et si vous le permettez, j'insiste sur un dernier effet, c'est que la distribution, et c'était ce qui était prévu au départ, est tellement rapide que ça permet de s'alimenter, enfin, de se déshydrater en courant, c'est-à-dire en se servant au passage. Et aujourd'hui, ça prend moins de temps de se servir un verre d'eau sur une rapido que d'attraper une bouteille d'eau. Donc on a fait la quadrature du cercle. En plus, on a la performance du sportif qui est favorisée. Merci Jean-Luc pour rester avec nous. On va entrer un petit peu plus dans la discussion avec Laurent Neuville. Avec vous, on va parler spécifiquement, notamment des Eco-Games qui se sont déroulés en région parisienne à partir du 5 juin pendant une semaine. Le 5 juin, c'était la date de la Journée mondiale de l'environnement. Mais avant cela, avant d'en discuter, notamment de son engagement avec Laurent Neuville, on va regarder ce reportage réalisé par les équipes de sport en France pour mieux comprendre ce qu'a été cette manifestation la semaine du 5 juin, du golf, de la natation ou encore du basket aux côtés de l'UNSF sous de différents groupes scolaires. C'est un reportage de Fabien Lourme et Louis Delperrier. Faire de chaque individu un citoyen éco-responsable à l'écoute de son environnement. Bienvenue aux Eco-Games. Un modèle alternatif à celui existant dans l'organisation d'événements sportifs. Alors en fait, les Eco-Games, c'est des événements qui sont éco-conçus, co-construits, au service du local et santé de l'homme, santé de la planète, avec des publics incroyablement variés. Et au total, il y aura plus de 20 000 personnes qui auront participé à l'événement sur la semaine. Né en 2004 sous le nom de Jeux mondiaux de l'environnement, les Eco-Games, présents en France depuis 2007, s'évertuent à penser autrement le sport. Cette année, les Eco-Games Sport Planète de Paris ont réuni une semaine durant un public de tout âge et de toutes catégories socio-professionnelles autour de 3 thématiques: l'eau, l'écomobilité et les forêts. En fait, c'est une journée pour les Eco-Games. On a plusieurs activités. Après manger, on est allé faire du basket. Et un panier, on plantait à peu près un arbre environ. Et avec plein d'activités pour essayer de marquer le plus de paniers possible. C'est pour l'écologie et pour pouvoir planter plus d'arbres à Paris pour apporter plus de verdure. Car sans nature, il n'y a pas d'oxygène. Sans oxygène, on ne peut pas vivre. Du coup, c'est grâce à la nature qu'on va subsister. C'est la 3e ou la 4e fois qu'on participe à ces jeux-là. Pour nous, c'est essentiel parce qu'effectivement, dire les choses, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Et on essaye de passer des messages en fait par l'intermédiaire de l'action. Donc créer, 1, de l'émotion, 2, une dépense physique, ce qui fait qu'on marque plus les esprits pour faire passer ces messages d'écologie et d'éco-gestes et d'éco-responsabilité. En basket comme en natation, l'essentiel est avant tout de se réunir autour de valeurs communes. Le respect de l'environnement. En témoigne la présence de nageurs en eau libre mobilisés pour l'occasion. Alors pour moi, je suis assez ravie d'y participer. Pour mes nageurs, dans la mesure où ils font beaucoup de kilomètres, ils sont aussi contents de pourvoir en nombre d'arbres. Généralement, ils font entre 5 et 7 km par entraînement, donc ça joue beaucoup quand on plante un arbre pour 3 km. C'est très sympa aujourd'hui d'avoir cet objectif de replanter des arbres avec notre activité. Je pense que c'est en phase totalement avec notre activité eau libre et c'est quelque chose auquel je suis particulièrement sensible aujourd'hui. L'environnement, c'est notre milieu naturel. Donc on a cœur à pouvoir continuer à exercer notre discipline dans un environnement qui est préservé. Les pratiques, l'organisation, le financement et la communication mis en place autour des Eco-Games sont tous établis localement pour minimiser l'impact que le sport peut avoir sur l'environnement. Un moyen supplémentaire pour les fédérations aussi de mettre en avant leurs engagements environnementaux et peut-être aussi d'encourager d'autres fédérations à en faire davantage. Vous avez certains sports qui sont à la traîne. On ne va pas se mentir, le football n'a jamais été
en avance. Il suffit de penser au trophée des champions qui oppose le vainqueur de la Coupe de France au vainqueur du championnat de France qui est organisé en Chine, en Israël, aux États-Unis, en Afrique, etc. C'est une hérésie climatique, quoi. Donc il y a certains acteurs qui vont devoir prendre conscience du fait que le monde évolue, que l'urgence climatique est plus que jamais ici, présente. Il y a plein de fédés qui bougent, la fédération de basket bouge, la fédération d'athlétisme bouge, plein de fédés bougent et il y en a quelques-unes qui sont à la traîne, et ben il va falloir qu'elles bougent. L'intérêt de ces éco-games, justement, c'est de pouvoir permettre à des jeunes de découvrir ce qu'est l'organisation d'événements multisports, tout ça. Et on considère que ça a du sens ici, c'est du basket ouvert à tout le monde et je pense que c'est très bien pour les jeunes. Fédérés cette année par l'assureur Maïf, les Eco-Games ont même intégré le meeting d'athlétisme de Paris, avec la présence de murs à eau disponibles pour le public et l'organisation d'un relais 4 x 100 mètres couru par des sportifs de haut niveau. Pour les équipes de Maïf Eco-Games. On est particulièrement heureux aujourd'hui d'accueillir au meeting de Paris, qui est l'événement phare de la fédération, les Eco-Games, Sport Planète, fédérés par la Maïf, qui sont un événement qui pour nous permet à la fois la réunion du sport, la réunion de l'éco-responsabilité, avec des événements qui sont comme les rampes à eau par exemple, qui nous ont permis d'accueillir pour le public les meilleures conditions sans avoir à recourir aux bouteilles plastiques. Et c'est quelque chose que nous portons vraiment de manière importante à la fédération, grâce notamment au partenariat avec Sport Planète. Aujourd'hui, une douzaine d'Eco-Games régionaux sont organisés chaque année en France. Conférences, débats, séminaires et autres actions sont également mises en place. Et plusieurs nouveaux projets sont aussi en développement dans l'Hexagone comme à l'étranger. Et avec ces Eco-Games, l'objectif est atteint puisque 3000 arbres seront plantés le 25 novembre prochain, jour de la Sainte-Catherine, jour où tout arbre prend racine. Ça, c'était pour la maxime. Laurent, vous êtes un ancien nageur. Vous avez participé aux 4 x 100 mètres lors des Jeux d'été de 84, membre de la Ligue Île-de-France de natation. Je le disais tout à l'heure, directeur de l'Open Swim Stars, avec pas mal de dates d'ailleurs en ce mois de juin. Et vous avez participé à ces Eco-Games. Alors ça a pris quelle forme cette participation? Racontez-nous un petit peu. Alors c'était sur une journée sur la piscine de la butte aux Cailles, donc c'était lors de la journée mondiale des océans, donc le 8 juin. Et donc on a accueilli et on a comptabilisé l'ensemble des kilomètres donc faits à la fois par les associations, par les jeunes enfants et par le public. Donc voilà, sur cette journée, elle a démarré le matin à 7h et on a terminé à 22h. Et donc sur cette journée, plus de 600 km ont été réalisés par l'ensemble des usagers de la piscine de la butte aux Cailles dans le 13e. Usagers de la piscine, ce sont des enfants, des personnes plus âgées, des habitués, des licenciés, il y a un peu de tout. Il y a des licenciés, bien sûr, d'associations de natation essentiellement, donc sur cette journée qui se sont succédées le matin. Ensuite, il y a eu en même temps le public qui a été présent jusqu'à 8h30. Ensuite, les écoles. De nouveau le public présent sur les horaires du midi. De nouveau les écoles. Et à partir de 16h30, 17h, à la fois le public sur une première partie de la soirée et les associations sportives également présentes jusqu'à 22h. 600 km donc, et ce sont ces performances qui ont été converties en arbres plantés, je vous le disais il y a un instant, grâce à l'application Active Giving. Cet engagement autour des Eco-Games, il représente quoi pour vous, Laurent ? Je pense que c'est important, et surtout auprès des plus jeunes, de faire passer le message et systématiquement j'ai accueilli les jeunes des écoles en leur disant bien que c'était leur avenir qu'on jouait là aujourd'hui, même si c'est un peu symbolique de planter des arbres, mais surtout d'avoir cette notion de préservation de l'eau. C'est vrai que les piscines sont des gros usagers de l'eau, et c'est vrai que ne serait-ce que de passer peut-être 1 minute de moins sous la douche, et puis effectivement de faire attention au quotidien, de ne pas faire couler le robinet. Les enfants ont été vraiment très attentifs à ça, et surtout ils ont vraiment joué le jeu. Ils sont dans des âges, alors on avait des écoles primaires, et donc, ils sont presque nés avec cet engagement éco-responsable, ces enfants-là, non ? Est-ce qu'on a besoin encore de les convaincre ? Je pense qu'on a besoin parce que c'est pas une fois, c'est pas une petite action qui va faire que ça va changer. Je pense que, en plus, ce sont pour le coup, les jeunes des écoles primaires sont vraiment des jeunes qui sont attentifs et qui font attention à ça. Une fois ados, ils ont peut-être tendance un peu à l'oublier.
Et je pense qu'effectivement, c'est une bonne cible en tout cas pour faire passer un message. Quand on est nageur, forcément, la qualité des eaux de baignade, c'est un point central, un point clé. Qualité de l'eau qui s'est, vous diriez, dégradée ces dernières années? Non, ça s'est plutôt amélioré, c'est-à-dire que on le voit avec Paris et puis les Jeux Olympiques qui auront lieu dans la Seine en 2024. Mais non, au contraire, ça s'est beaucoup amélioré. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience aussi. Et nous-mêmes, on le voit à travers les événements que nous organisons. On a cette obligation aussi de faire des prélèvements, de faire des prélèvements. Et on voit bien que d'année en année, la qualité des eaux, de nos eaux d'une manière générale, alors ce ne sont pas forcément des eaux de baignade, mais en tout cas les eaux de nos rivières et de nos océans, enfin de nos fleuves, c'est vraiment amélioré sur ces 10 dernières années. La défense de l'environnement au quotidien, dans votre quotidien, elle tient une place importante? Dans mon quotidien, oui, bien sûr. Moi, je suis d'une génération où on n'avait pas du tout cette prise de conscience. Mais moi-même, je l'ai pris. Aujourd'hui, j'ai acquis un véhicule électrique, je roule en trottinette électrique, je fais en sorte de me déplacer au maximum avec des transports en commun. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même, notamment quand on vit dans des grandes métropoles, comme c'est mon cas, on a quand même toutes les capacités de pouvoir utiliser les transports en commun ou de pouvoir utiliser un vélo, de pouvoir utiliser une trottinette électrique ou un véhicule électrique. Voilà. Est-ce qu'en tant qu'organisateur d'événements, on en a déjà parlé un petit peu avec Jean-Luc, on s'adapte en permanence finalement et d'édition en édition, on est obligé de faire évoluer les choses et comment on s'y prend? On progresse. C'est vrai aussi que, comme le disait Jean-Luc, comme le disait Jean-Luc, c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, il y a une offre beaucoup plus importante de produits éco-responsables ou du moins éco-conçus. Et c'est vrai que nous, en tant qu'organisateurs, ça nous incite aussi à prendre en charge, d'utiliser ce type de produit. Alors effectivement, le coût est un petit peu plus élevé qu'un produit on va dire de grande consommation, mais déjà ne serait-ce que plus avoir de gobelets en plastique. Aujourd'hui, on peut trouver des gobelets, puisque nous on utilise essentiellement des gobelets en carton qui sont recyclables ou du moins qui se dégradent facilement. Mais en tout cas, on peut très très bien organiser un événement sans utiliser de plastique ou à défaut un minimum, quoi. Là, on voit des images de l'Open Swim Stars. Alors, si la qualité des eaux de baignade s'améliore, qu'en est-il des berges, Laurent? Alors, les berges à Paris, c'est un vrai problème. Mais pour autant, c'est vrai aussi que, en tout cas, la ville de Paris fait vraiment de gros efforts à nettoyer. Mais là, pour le coup, il y a un vrai boulot encore à faire. Là, justement, on voit des images. Donc, l'année dernière, on a mené une action pour que les gens évitent de jeter des mégots, puisque ces mégots, le plus souvent, se retrouvent dans l'eau. Et quand on sait qu'un mégot, ça pollue 500 litres d'eau, et que plusieurs milliards de mégots sont jetés chaque année au sol. Donc voilà, on a l'idée aussi, à travers cette action que nous avons faite l'année dernière, c'est de montrer aux gens qui sont sur les rives du canal, là pour le coup c'est le canal de l'Ourcq, de montrer que ça a un vrai impact et qu'il faut au quotidien faire attention parce que ce qu'on jette sur une berge, ça se retrouve inévitablement dans l'eau. Des messages qu'on doit passer, repasser encore et encore pour améliorer notre environnement, évidemment. Merci à tous les deux, c'est l'heure des infos en bref. Alors, doit-on se féliciter ou bien être affligé par cette information donnée par le site Écolosport? 14 villes ont participé au Mégoton, une collecte de mégots initiée par un youtubeur. Et au total, ce sont plus d'1 million de mégots qui ont été ramassés en 3 heures. Ça fait toujours ça de moins, mais c'est déjà beaucoup trop. On va parler maintenant équipement avec cette manifestation, l'Ultra 01 qui s'est tenue dans l'Ain et les montagnes du Jura les 9 et 10 juin dernier. Un événement qui traverse notamment en partie la réserve naturelle de la Haute-Chaîne du Jura et qui se doit d'être exemplaire. Et ça passe par la création d'un maillot race totalement exemplaire, un maillot esthétique, technique avec des fils recyclés, une production locale et une volonté créer le prochain maillot avec les bouteilles plastiques de l'événement qui seront recyclées elles aussi avant que l'événement se mette peut-être à la rapido, Jean-Luc évidemment. Et puis on va parler de football avec la dernière Coupe du Monde au Qatar qui a beaucoup fait parler d'elle et pas que sur le rectangle vert, vous le savez. Alors que les stades étaient climatisés, cette Coupe du Monde avait pourtant promis d'être neutre en carbone, ce qui n'a pas manqué de faire réagir 6 organisations européennes qui ont porté plainte. La FIFA pourrait être reconnue coupable de greenwashing. Mauvaise pub, simplement, puisqu'aucune sanction réelle ne pourra être prononcée, mais sans doute un message fort envoyé aux autres organisateurs d'événements.
Et vous le savez, dans cette émission, on termine en général avec un ou une éco-aventurière. Cette fois-ci, notre éco-aventurière n'est pas en plateau avec nous, mais elle est déjà venue nous rendre visite il y a quelques mois, toujours plus engagée. Elle était la marraine des Eco Games. Elle a mis sa notoriété au service de la protection des océans. Vous avez bien sûr reconnu Justine Dupont, qui a embarqué avec elle des collégiens pour nettoyer les plages. Notamment, c'est un reportage de Patrice Boire avec Lucien Jahan. Surfer sur la vague, une expression qui prend tout son sens pour Justine Dupont. Considérée comme la meilleure dans sa discipline, la championne détient le record du monde de la plus grosse vague surfée par une femme, plus de 20 mètres. C'était à Nazaré, au Portugal, the place to be pour les amoureux de la glisse. Aujourd'hui, le décor a littéralement changé. À plus de 1000 km de la mer déchaînée de Nazaré, cap sur Lacano, petite commune du sud-ouest de la France. Pour Justine, c'est ici que tout a commencé. Je viens à Lacano de temps en temps, mais pas suffisamment. Et du coup, je viens voir ma famille. C'est là aussi où j'ai commencé le surf, donc j'aime cet endroit, j'aime cette région. Et ça me fait du bien, ça me pose, me ressource, ça me permet de déconnecter du surf de grosses vagues aussi. Juste à côté là. Ouais, exactement, à la plage nord. Jamais très loin de sa planche, Justine Dupont a accueilli une trentaine d'élèves du collège de Lacano pour partager une session de surf. Une initiation à la discipline que les jeunes ne sont pas prêts d'oublier. C'est impressionnant, il faut avoir le courage de se mettre déjà allongé et puis prendre conscience que au final on a pied, du coup il n'y a pas de danger, mais et puis c'est quand même assez impressionnant d'avoir juste à côté d'elle et puis qu'elle te pousse, d'avoir des rapports aussi proches, c'est très impressionnant. Voilà. Oui, j'ai passé une journée absolument parfaite. Le surf évidemment, mais pas que. Car depuis quelques temps, Justine Dupont participe à des actions éducatives en tant qu'ambassadrice du mouvement Sport Planète, qui œuvre pour le développement d'un sport éco-responsable. C'est un honneur d'être soutenu par la Maïf, du coup ils m'aident sur tous ces projets-là environnementaux. Donc chaque année on calcule mon empreinte carbone et puis après on soutient l'association. Eux aussi ils aident au niveau financier aussi, et puis au niveau d'action. C'est plein de petites choses surprenantes qui amènent un petit peu plus de culture, même tout simplement pour moi aussi, pour avoir un peu plus d'informations sur l'environnement, comment le mieux le respecter. Nettoyage de la plage, échange sur le thème de la protection de l'environnement marin, Justine montre l'exemple à la nouvelle génération. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul pour ramasser les déchets, je suis avec ma classe, ma prof de sport, ma prof principale et Justine. En fait, il y a beaucoup surtout de microplastiques en fait. C'est pour ça qu'on ne les voit pas directement, alors qu'en fait, il y en a beaucoup. Ça qui est impressionnant aujourd'hui, qui fait un peu plus peur, je trouve, c'est que c'est des tout petits bouts de plastique, on s'en rend pas compte, on s'accroupit, et puis finalement, hop là, il y en a plein qui apparaissent, là il y en a un à votre pied. J'ai envie de redonner, j'ai envie de pouvoir à mon tour partager et sensibiliser les jeunes à cette nature qui est magnifique, à prendre du plaisir, à faire tout avec le sourire, et puis voilà, ramasser des déchets, avoir un petit challenge à chaque fois et le rendre ludique en fait, tout simplement. Armés de leurs sacs poubelles, les jeunes ont trouvé plein de choses à ramasser. À leur échelle, ils ont contribué à la préservation d'un petit bout d'environnement. Et oui, les ingrédients d'une bonne journée, ils sont réunis. Des enfants, de la bonne humeur, des sourires, du plastique ramassé. Voilà, on a passé une bonne journée. Je pense qu'ils ont tous un bon souvenir et puis une petite connexion un petit peu plus forte avec la nature, quoi. Donc ils vont avoir envie de la protéger un petit peu plus. Engagée et inspirante, Justine Dupont prouve chaque jour que le sport et l'éco-responsabilité sont compatibles. Un joli souvenir à n'en pas douter pour les collégiens, ça passe par là. En vivant ce genre d'expérience, peut-être que ça sensibilise un peu plus. On en parlait tout à l'heure, cette notion de challenge. Les enfants sont... Enfin, je veux dire, à partir du moment où on leur a dit, voilà, vous faites 3 km, vous plantez un arbre, ils ont fait beaucoup plus de distance que ce qu'ils n'auraient fait dans leur session de natation dans des lignes d'eau. Même les clubs ont joué le jeu en faisant des entraînements beaucoup plus longs. Alors c'était moins drôle peut-être pour les nageurs, mais en tout cas, ils ont nagé tous minimum 5 km ce jour-là individuellement. Allez, vous parlez de challenge, j'en ai un pour vous, c'est la fin de cette émission et c'est normal, c'est l'écolo quiz qui va démarrer.
Et comme vous n'êtes que deux aujourd'hui, vous êtes l'un face à l'autre, évidemment. Alors en 2022, les associations écologistes Badvertising et Rapid Transition Alliance ont décerné les premiers Bad Sport Green and Sport Wash Awards. Pour ceux qui font un petit peu de l'éco-responsabilité à l'envers, en gros, pour dénoncer les grands pollueurs qui utilisent le sport comme plateforme publicitaire. Alors justement, le tout récent vainqueur de la Ligue des Champions, Manchester City, a reçu un prix en octobre dernier. Je vais vous donner 3 propositions. Vous allez me dire pourquoi ils ont reçu ce premier prix. Première proposition, à chaque bouteille en plastique retournée les jours de match, le club créditait en échange à ses supporters des réductions pour des vols en avion via son partenaire Etihad Airways. Deuxième proposition, les joueurs ont fait une vidéo pour évoquer l'avenir de la planète sur les réseaux sociaux en portant un maillot sponsorisé par Coca-Cola, entreprise qui génère le plus de plastique dans le monde. Ou troisième proposition, le club devait participer à une course éco-responsable organisée à Londres, mais les joueurs sont arrivés en retard car ils revenaient d'un week-end à Dubaï. Alors, pourquoi ont-ils été sélectionnés un petit peu contre leur grille, j'imagine? Je dirais le 1. Moi aussi. La 1, eh bien oui, exactement, un point partout, un point de chaque côté. Une bouteille en plastique retournée, c'était des points pour prendre l'avion. Donc on ne félicite pas le club de Manchester City. Deuxième question, chaque année Roland-Garros franchit un pas de plus dans sa transition écologique. On vous en a déjà souvent parlé dans Sport Planète. Pour cette édition 2023, plusieurs actions ont été mises en place. 3 initiatives, une seule est fausse. La première, les personnes qui sont venues en vélo à Roland-Garros ont eu le droit à un coupe-fil pour entrer dans l'enceinte. Deuxième proposition, dans le stade, des équipes vertes étaient présentes pour sensibiliser les spectateurs aux gestes éco-responsables. Et 3, des panneaux solaires ont été installés dans l'enceinte de Roland-Garros, qui a permis au stade de produire sa propre énergie grâce au soleil. Alors, qu'est-ce qui est faux là-dedans? Je crois que c'est la 1 également. Ouais, je pense aussi. Enfin, j'hésite entre la 1 et la 2, mais allez, puisque Jean-Luc a dit la 1, je vais dire la 2. Eh bien non, c'est faux. L'initiative fausse, ce sont les panneaux solaires. Pas d'autoconsommation pour l'instant. Pour l'instant, c'est une énergie qui est 100% renouvelable, mais pas encore d'autoconsommation du côté de Roland-Garros. En revanche, vous venez à vélo, vous avez un coup de fil et il y avait bien des équipes présentes pour sensibiliser les spectateurs. En mai dernier, la plateforme Samy, qui permet aux entreprises de mesurer et réduire leur empreinte carbone, a réalisé une étude sur l'impact de la prochaine Coupe du Monde de rugby en France. À combien de tonnes s'élève-t-elle? Combien on imagine que l'empreinte carbone, à combien on imagine l'empreinte carbone de la prochaine Coupe du Monde? Pour donner un chiffre? Ouais, en tonnes, avec 6 chiffres. 6 chiffres? Pas 60 000 tonnes? Il n'y en a que 5 là. À 5? Alors 600 000. Ouais, 600 000, 640 000 tonnes de CO2. Mais 10 fois moins d'émissions que la dernière Coupe du Monde au Qatar quand même. Et il faudrait tout de même diviser par 3 les émissions de gaz à effet de serre pour respecter les accords de Paris et être sous cette barre des 2 degrés dont on vous parle souvent. Allez, on va terminer avec un petit quiz, mais... devinette, mais je pense que ça va un peu favoriser Laurent quand même. Je viens tout juste de remporter le titre de championne de France sur le 204 nage. Je suis une sportive extrêmement engagée, sensible à la cause environnementale. Vous avez le droit de répondre à tout moment. Depuis peu, mon coach et mon groupe d'entraînement se sont engagés à rendre la pratique de notre sport plus éco-responsable. Évidemment, c'est Charlotte Bonnet, on vous en a déjà parlé dans cette émission, de son engagement pour la planète. Et qui a été une nageuse Eurocom pendant 2-3 ans. Ah voilà, comme quoi vous auriez pu et vous avez pu répondre à cette question. Tous les deux, je crois qu'on ne départage pas, vous avez plutôt été brillants sur ce quiz. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous. À vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Sport Planète.